Bonjour à tous et bienvenue dans le Book Club d'AI Experience. Je m'appelle Julien Rodelsperger et je vais vous présenter mes dernières lectures sur le sujet de l'intelligence artificielle. Résumé et critique, c'est parti. If you think about what happened from GPT-3 to 3.5 to 4, it just got smarter. The field became known as artificial intelligence. Can machines really think? Quand vous ouvrez ChatGPT, Copilot ou Gemini au travail, l'expérience paraît simple. Vous avez une zone de texte, une question, et vous obtenez une réponse. Vous demandez un résumé, un plan, une idée, une reformulation. L'outil répond presque immédiatement et très vite. Son usage devient naturel. Pour écrire plus vite, pour préparer une réunion, pour analyser un document, pour produire une nouvelle version, etc. Mais derrière cette simplicité, une question beaucoup moins confortable apparaît. Qui décide vraiment de ce que ces outils deviennent ? Qui fixe le rythme de leur développement? Qui choisit les risques acceptables? Qui contrôle l'infrastructure? Qui récupère la valeur? Et surtout, qui peut encore ralentir, corriger ou contester la trajectoire de ces technologies lorsqu'elles commencent à s'installer dans nos métiers? C'est la question centrale que pose le livre Supremacy AI ChatGPT and the Race That Will Change the World de Parmi Olson, publié en septembre 2024 chez St. Martin's Press. Le livre, non traduit en français à ma connaissance, suit deux figures majeures de l'intelligence artificielle contemporaine, Sam Altman, associé à OpenAI, et Demis Hassabis, fondateur de DeepMind. Mais c'est pas seulement un livre sur deux personnalités de la tech, c'est un livre sur la manière dont une technologie, souvent présentée comme un bien commun mondial, s'est retrouvée dépendante de quelques entreprises capables de financer, héberger et distribuer l'IA à très grande échelle. Et c'est pour ça que ce livre mérite d'être discuté aujourd'hui. Parce que l'IA n'est plus un sujet réservé aux laboratoires, aux ingénieurs ou aux investisseurs. Elle est entrée dans le quotidien des professionnels et des particuliers. Elle aide à rédiger des mails, à résumer des réunions, à produire du code, à préparer des présentations. En surface, on parle surtout de productivité, de gains de temps, d'automatisation. Mais le livre invite à regarder sous la surface. Il pose une question plus large. Quand une technologie devient une infrastructure de travail, qui la gouverne réellement? Dans cet épisode, je vous propose de lire Suprématie comme une enquête sur le pouvoir de construire l'IA, le pouvoir de la financer, de la mettre entre les mains du public, et surtout, le pouvoir de décider ce qui compte comme un progrès ou comme un risque. Et pour commencer, il faut revenir à une idée qui traverse tout le livre. L'IA n'a pas seulement été développée comme un outil. Pour certains de ses acteurs clés, elle a aussi été pensée comme une promesse presque civilisationnelle. Le livre part d'une ambition immense, construire une intelligence artificielle générale capable de raisonner, planifier, apprendre et résoudre des problèmes dans des domaines très différents. L'auteur souligne que pour Sam Altman comme pour Demis Hassabis, l'IA n'est pas seulement un produit, c'est une technologie censée aider à résoudre de grands problèmes humains, la science, la santé, l'énergie et peut-être même certaines formes d'inégalité. Mais c'est une promesse puissante, elle pose aussi une question simple, qui a donné ce mandat à ces entreprises ? Quand une entreprise privée affirme travailler au bénéfice de l'humanité, il faut écouter, mais il faut aussi demander un bénéfice défini par qui, pour qui, avec quelles priorités et sous quelles contraintes économiques. Dans les entreprises, on retrouve cette tension à une échelle plus modeste. On parle d'équipes augmentées, de transformation du travail, de métiers réinventés. Mais sur le terrain, les questions sont plus concrètes. Quelles données peut-on utiliser? Qui vérifie les réponses? Que se passe-t-il quand l'outil se trompe? Et quel savoir-faire risque-t-on d'affaiblir? Prenez par exemple une équipe marketing. Elle utilise l'IA pour produire des premières versions de contenu. Elle va plus vite, très bien. Mais qui garantit la qualité? Qui évite le ton générique? Qui vérifie les faits? Qui préserve la cohérence éditoriale? C'est là que le livre est utile. Il rappelle que les grandes promesses doivent toujours être ramenées à leurs effets réels. La deuxième grande idée du livre, c'est que l'IA n'est pas seulement une affaire d'algorithme, c'est une affaire d'infrastructure. Quand on utilise un chatbot, tout semble léger, facile, rapide. En réalité, derrière chaque réponse, il y a du cloud, des puces, des centres de données, de l'énergie, des chercheurs, des contrats, des capitaux considérables. Selon le livre, cela explique une partie du rapprochement entre DeepMind et Google, puis entre OpenAI et Microsoft. Les idées ne suffisent pas, le talent ne suffit pas, il faut une puissance de calcul que seuls quelques acteurs peuvent fournir. Et ça change tout. La vraie question n'est pas seulement qui a le meilleur modèle, c'est aussi qui possède les rails, le cloud, les serveurs, la distribution, les logiciels que les entreprises utilisent déjà. Pour un professionnel, l'enjeu est concret. Quand une entreprise adopte un assistant d'IA dans sa suite bureautique, elle ne choisit pas seulement une fonctionnalité, elle choisit un écosystème, elle accepte une forme de dépendance technique, une politique de données et une relation durable avec un fournisseur.
C'est pas un argument pour refuser l'IA, bien au contraire, c'est un argument pour la traiter comme un choix d'architecture, pas comme un gadget. Le livre Suprématie de Parmy Olson raconte aussi une certaine forme de désillusion. DeepMind et OpenAI naissent avec de grandes ambitions éthiques. Construire une IA utile, éviter certains usages dangereux, servir l'intérêt général. Mais l'auteur montre aussi que ces principes se heurtent très vite à la réalité et à la concurrence. Google avance, Microsoft investit, OpenAI accélère, Anthropic arrive. Les talents circulent, les modèles se succèdent, et dans ce marché, ralentir coûte cher. Le point important n'est pas de dire que les acteurs sont forcément cyniques. C'est plus subtil. Même des intentions sincères peuvent être fragilisées par les incitations du système. On retrouve cela dans les entreprises. Une direction veut expérimenter l'IA, les équipes métiers utilisent déjà des outils, le juridique s'inquiète, l'IT veut éviter des fuites de données, et les managers voient déjà des gains de temps. Et pendant ce temps, les usages se développent. Le problème n'est pas l'expérimentation, le problème c'est l'absence de cadre. Une équipe commerciale qui génère des propositions clients avec l'IA peut gagner du temps, très bien. Mais si elle insère des informations sensibles, elle reprend des engagements non vérifiés ou elle envoie des contenus approximatifs, le risque devient réel. La leçon de ce livre est que l'éthique de l'IA ne peut pas rester un paragraphe dans une charte interne. Elle doit devenir un processus de décision. Qui valide, qui contrôle, qui peut dire non, et surtout, qui reste responsable dans votre organisation. L'une des séquences les plus intéressantes du livre concerne justement Google. Le livre rappelle que Google a joué un rôle majeur dans l'histoire technique de l'IA générative, notamment avec l'architecture Transformers. Pourtant, selon l'ouvrage, Google tarde à transformer cette avance scientifique en rupture publique. OpenAI de son côté avance plus vite et ChatGPT devient le moment de bascule en novembre 2022. Cette partie est précieuse pour les entreprises, elle montre qu'innover ne suffit pas, il faut accepter les conséquences de sa propre innovation. Une grande organisation, comme Google, peut avoir les données, les talents, les outils et les idées, mais si l'IA remet en cause son modèle économique, ses circuits de validation, ses habitudes ou ses revenus, elle peut hésiter. Prenons l'exemple d'un cabinet de conseil. Si l'IA produit plus vite des notes, des benchmarks ou des premières analyses, la valeur ne peut plus être seulement dans le document, elle doit se déplacer vers le diagnostic, la relation, le jugement et la décision. Même chose pour une agence, marketing ou communication. Si l'IA génère 100 idées de postes, la valeur est dans le choix, elle n'est pas dans le nombre de postes générés, elle est dans la stratégie, elle est dans la justesse culturelle. Le livre permet donc de poser une bonne question. Dans votre organisation, l'IA est-elle traitée comme un outil de plus ou comme un révélateur de ce qui doit changer et de ce qui doit être mieux encadré ? Ce livre rappelle aussi que certains risques sont déjà là. On parle des biais, on parle de l'opacité des données, la surveillance, les systèmes de recommandation, et tout ce travail invisible derrière l'entraînement et la modération des modèles. C'est important parce que le débat sur l'IA est souvent attiré par des futurs très spectaculaires. Pourtant, dans les organisations, les problèmes sont déjà très concrets. Un outil RH peut amplifier des biais. Un assistant client peut donner une mauvaise réponse avec beaucoup d'assurance. Un résumé automatique peut déformer une décision et ne pas apporter la nuance nécessaire. Un contenu généré peut sembler fiable, sans pour autant l'être. Le vrai danger parfois, c'est pas l'erreur énorme, c'est l'erreur plausible. Celle qui a l'air correcte. Celle que personne ne vérifie. Celle qui est finie dans un document, puis dans une décision. L'enjeu n'est pas de paniquer, l'enjeu est de créer justement les bons réflexes de vérification au bon moment et avec les bonnes personnes. La dernière grande idée du livre Suprématie de Parmy Olson, c'est de dire que l'IA peut creuser une forme de fracture cognitive. Cette fracture ne concerne pas seulement l'accès aux outils, elle concerne la capacité à bien les utiliser. Deux personnes peuvent utiliser le même assistant. L'un pose une bonne question, donne du contexte, vérifie la réponse, corrige les erreurs. L'autre copie-colle le premier résultat. Même outil, résultat très différent. Selon le livre, l'IA peut donc renforcer l'avantage des personnes déjà bien formées. Celui qui connaît son métier repère les erreurs. Celui qui sait structurer un problème obtient de meilleures réponses. Celui qui sait décider utilise l'IA comme un appui et non pas comme un pilote automatique. Pour les entreprises, cela change la formation. Apprendre à utiliser l'IA ne consiste pas seulement à apprendre à rédiger un prompt. Il faut former au jugement, à la vérification, à la pensée critique et à la formulation des problèmes. Un manager qui demande à l'IA de rédiger un compte-rendu de réunion annuelle, par exemple. Il ira plus vite, mais s'il n'a pas clarifié les faits, les tensions et les attentes, il obtiendra un texte lisse, pas un bon feedback. Avec l'IA, la compétence ne disparaît pas, mais elle se déplace. Elle devient moins visible, mais plus décisive.
Alors, que réussit vraiment Suprématie et que vaut la lecture de ce livre? D'abord, le livre réussit à raconter l'IA comme une bataille de pouvoir, c'est son principal intérêt. Il ne se contente pas de décrire des modèles, des annonces ou des ruptures techniques, il montre que l'IA avance dans un monde d'intérêts, de dépendance et de rivalité. L'un des apports du livre est de montrer que les grandes promesses de l'IA sont inséparables des infrastructures qui les rendent possibles. On ne peut pas parler d'AGI, de ChatGPT ou des modèles génératifs sans parler de cloud, de calcul, de capitaux ou de partenariats industriels. Le livre montre aussi les contradictions des acteurs. DeepMind veut préserver une ambition éthique, mais dépend de Google. OpenAI veut agir au bénéfice de l'humanité, mais s'appuie sur Microsoft. Google produit une innovation centrale, mais hésite à la déployer. Microsoft avance, parce que l'IA devient un levier stratégique majeur. Cette grille de lecture est utile parce qu'elle évite une vision naïve de l'IA. L'IA n'est pas une force abstraite qui descendrait sur le monde. Elle est construite par des organisations avec des priorités, des contraintes, des modèles économiques et des rapports de force. Ce livre rappelle aussi que les débats sur l'IA ne doivent pas se limiter aux capacités techniques. Les questions ne sont pas seulement que peut faire le modèle ou qu'est-ce qu'on peut en tirer, mais la question est aussi dans quel système s'inscrit-il, qui l'entraîne, qui le finance, qui le distribue, qui le contrôle, mais aussi qui peut l'auditer et qui peut le contester. Pour un public professionnel, c'est une lecture précieuse. Elle l'oblige à regarder l'IA comme un sujet de gouvernance, et non pas seulement comme un sujet d'innovation. Mais ce livre a aussi certaines limites. La première, c'est qu'il semble très centré sur quelques figures. Sam Altman, Demis Hassabis, le livre évoque également Elon Musk, Satya Nadella, et également d'autres grands personnages de l'IA. Ce choix rend le récit vivant, il donne des personnages, des tensions, des décisions, mais il peut aussi réduire une histoire collective à une galerie de fondateurs et de dirigeants. Or, l'IA ne se construit pas seulement dans les bureaux des dirigeants. Elle dépend aussi des chercheurs, moins visibles, des ingénieurs, des travailleurs de la donnée, des modérateurs, des régulateurs, des juristes, des enseignants, des entreprises clientes. Elle dépend aussi de pays, de langues et de contextes culturels qui ne sont pas toujours au centre du récit américain. L'autre limite, c'est que ce livre semble lire l'histoire comme une forme de capture progressive par Big Tech. Alors cette lecture est forte et souvent convaincante, mais elle peut simplifier certains choix complexes. L'hésitation de Google peut être interprétée comme une protection de son modèle économique, mais elle peut aussi être lue, du moins en partie, comme une prudence face à des systèmes encore imparfaits. Les deux lectures peuvent coexister. De même, OpenAI peut être vue comme une organisation qui a accéléré l'accès public à l'IA, mais aussi comme une structure qui a dû accepter des compromis profonds pour financer son ambition. Les acteurs de l'IA ne sont pas seulement des héros ou des dangers, ce sont des organisations prises dans des incitations très puissantes. Et c'est là où on atteint la troisième limite. Ce livre semble surtout aborder l'IA par le haut, par les grands modèles, par les grands laboratoires. Il éclaire très bien la course industrielle si le sujet vous intéresse, mais il laisse peut-être un petit peu moins de place aux usages ordinaires dans les organisations. Or, pour beaucoup de professionnels, l'impact de l'IA ne se joue pas seulement dans la course à l'AGI. Il se joue dans des décisions très concrètes. Faut-il autoriser ChatGPT dans mon entreprise? Comment je forme mes équipes? Quels sont les métiers qui vont changer? Quels processus doivent être revus? Comment éviter que l'IA produise plus de bruit que de valeur? Et surtout, comment mesurer les gains réels de productivité? Ce livre donne donc une excellente grille de lecture macro. Il faut ensuite la traduire dans le quotidien des organisations. Aujourd'hui, les entreprises ne peuvent plus se contenter de dire « nous allons utiliser l'IA ». Elles doivent préciser pourquoi, comment, avec quelles limites et avec quelles responsabilités. L'IA touche au travail, à la productivité, à la créativité, à la décision, à la gouvernance et aux compétences. Elle peut accélérer des tâches, standardiser des raisonnements, mais elle peut aussi ouvrir des possibilités, mais renforcer des dépendances. Elle aide à créer, elle produit une masse de contenu, souvent moyen, difficile à distinguer et difficile à vérifier. C'est pourquoi le livre Suprématie est utile, non pas parce qu'il donne une réponse définitive sur l'avenir de l'IA, mais parce qu'il pose une question que l'on ne peut plus éviter. Qui contrôle la trajectoire? Au fond, le livre Suprématie ne raconte pas seulement la course à ChatGPT ou à l'AGI, il raconte la transformation de l'IA en enjeu de pouvoir. Quand vous utilisez un outil d'IA au travail, vous n'utilisez pas seulement une technologie pratique, vous entrez dans un système. La question est donc de savoir ce que nous sommes prêts à lui déléguer et dans quelles conditions. Avant de se demander si l'IA va nous dépasser, il faudrait peut-être commencer par une question plus proche de nous, dans vos usages quotidiens. Qu'avons-nous déjà accepté de ne plus faire nous-mêmes? C'était mon résumé et ma critique du livre Supremacy, AI, ChatGPT and the Race That Will Change the World de Parmi Olson, publié en septembre 2024 chez Saint-Martin Press. Merci de votre écoute.